Connais-tu l'histoire d'Abla Poku, cette reine d'Afrique de l'Ouest, légendaire pour un acte de courage et de sacrifice inimaginable? Pour le traverser un fleuve et sauver son peuple, elle fit un sacrifice déchirant. Elle offrit son propre fils. Oui, vous avez bien entendu, son propre enfant. En hommage, son peuple prit le nom de Baoulé, qui signifie « l'enfant est parti ». Découvre cette histoire bouleversante, une légende de courage et d'amour maternel. Reste jusqu'à la fin, car cette histoire te marquera à jamais. N'oublie pas de liker et de souscrire, car nous aurons chaque semaine des vidéos comme celle-ci. Cette femme puissante est à l'origine de la fondation du peuple baoulé, l'une des communautés les plus influentes de Côte d'Ivoire. Mais que savons-nous vraiment de la reine Poku, et pourquoi son histoire résonne-t-elle encore aujourd'hui à travers les générations? En tant que dirigeante du royaume Ashanti au XVIIIe siècle, la reine Poku se distingue par sa sagesse et sa capacité à diriger dans des moments de crise. Face à une guerre imminente qui menaçait de décimer son peuple, elle prit une décision audacieuse. Plutôt que de se battre, elle choisit l'exil. Mais ce n'était pas seulement une fuite, c'était un acte d'amour pour protéger son peuple. Son importance pour les Baoulés et pour toute l'Afrique est immense. Représentante d'une royauté féminine, Poku incarne également l'émancipation de la femme africaine à une époque où le leadership féminin était rare. Sa détermination à mener son peuple vers une nouvelle terre, loin de la violence, montre une force intérieure et une vision pour l'avenir que peu possédaient. Mais ce qui rend l'histoire de la reine Poku si poignante, c'est le sacrifice ultime qu'elle a fait pour sauver son peuple. Selon la légende, pour traverser le fleuve Comoré et échapper aux forces ennemies, Poku dut offrir ce qu'elle avait de plus précieux, son propre fils. Ce geste tragique a marqué à jamais la mémoire de son peuple, qui adopta par la suite le nom de Baoulé, en souvenir de cet enfant perdu. En apprenant cette histoire, on ne peut s'empêcher de se poser des questions. Qu'est-ce qui pousse une reine à sacrifier son propre enfant pour sauver son peuple? Était-ce un acte de désespoir ou de véritable amour pour son peuple? Quel héritage la reine Poku laisse-t-elle aux femmes africaines d'aujourd'hui? Dans cette histoire fascinante, nous découvrons comment le sacrifice de la reine Poku a changé le cours de l'histoire et continue d'influencer l'identité et la culture du peuple baoulé. Nous voyons combien cette histoire résonne encore avec nos luttes contemporaines. Le soleil déclina enveloppe Kumasi d'une lumière dorée, illuminant la capitale du royaume Ashanti dans une beauté paisible. Depuis son balcon, la reine Poku, silhouette imposante et majestueuse, observe silencieusement son peuple. Les bruits familiers de la vie quotidienne résonnent dans l'air, mais une ombre pèse sur ses pensées. Ses grands yeux bruns, d'habitude emplis de sagesse et de bienveillance, trahissent maintenant une inquiétude profonde. Des nouvelles sombres lui ont été rapportées par ses conseillers, les tensions avec les royaumes voisins atteignent un point de rupture. Chaque jour, l'étau se resserre un peu plus. Le vent souffle doucement, soulevant ses lourdes tresses ornées de perles dorées, mais rien ne semble apaiser son esprit. La guerre est imminente. Soudain, le calme fragile de la soirée est brisé par des pas précipités. Un messager, haletant, entre en hâte dans la grande salle. Le souffle court, il s'agenouille devant la reine Poku, ses vêtements poussiéreux témoignant de la vitesse à laquelle il a parcouru les routes. « Ma reine » commence-t-il, la voix tremblante d'angoisse. « Les forces ennemies, elles sont à nos frontières. » Poku, le regard fixé sur l'horizon rougeoyant, respire profondément. Elle ferme les yeux un instant, sentant le poids de chaque vie sous sa responsabilité. Le bruit des préparatifs de guerre résonne dans les couloirs, mais en elle, une autre voix se dessine. Elle se tourne lentement vers ses conseillers,
ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. Elle ne mènera pas son peuple à la guerre. Il y a trop à perdre, trop de vies à sacrifier. D'une voix basse mais ferme, elle murmure, « Il est temps de partir ». Ces mots, simples mais lourds de sens, résonnent dans la salle comme un écho du destin. Ses conseillers la regardent, incrédules, mais personne n'ose la contredire. Le regard sombre, la reine sait qu'elle vient de prendre la décision la plus difficile de sa vie. Fuir, pour survivre. À côté du lit, la reine Poku se tient en silence, ses yeux rivés sur son fils. Son regard est empli de tendresse, d'amour infini, mais aussi d'une fierté indéniable. Ses vêtements, magnifiquement ornés de motifs royaux complexes, tombent avec élégance autour d'elle, ajoutant à sa prestance naturelle. Les perles dorées qui décorent ses cheveux brillent faiblement dans la lumière tamisée, mais rien n'égale l'éclat de son regard. Elle contemple ce petit être avec lequel elle partage un lien profond, indestructible. Dans son cœur, elle porte l'espoir qu'il grandira dans un monde de paix, loin des tourments qui agitent son esprit. Chaque souffle de son fils est un rappel de tout ce qu'elle doit protéger, de tout ce qu'elle est prête à sacrifier. Au lever du jour, alors que les premières lueurs de l'aube peignent le ciel de teintes roses et dorées, le peuple Ashanti entame son exil. La capitale Kumasi, berceau de leur histoire, s'efface lentement derrière eux. Une longue colonne s'étend sur des kilomètres, composée de familles serrant contre elles ce qu'elles ont pu sauver, de guerriers marchant en silence, et de bêtes de somme portant leurs maigres possessions. La lourdeur de ce départ pèse sur chaque âme. À la tête de cette procession silencieuse, la reine Poku marche avec une détermination implacable. Ses pas sont lents mais résolus, son regard fixé droit devant elle, vers un avenir incertain. Elle ne prononce pas un mot, mais sa seule présence suffit à encourager ceux qui la suivent. Ils chancellent vers la reine. Après des jours de marche, le peuple Ashanti atteint enfin les montagnes qui se dressent devant eux, imposantes et intimidantes. Les pentes abruptes s'étirent vers le ciel, et l'air devient plus frais et plus mince à chaque pas. Le chemin, autrefois relativement plat, se transforme maintenant en un sentier rocailleux et escarpé, rendant la progression difficile pour tous. Les pieds fatigués butent contre les rochers, et les corps épuisés peinent à avancer. Autour des feux de camp vacillants, des silhouettes fatiguées se reposent, tentant de trouver un peu de répit après la longue et épuisante ascension des montagnes. Après des jours d'épuisement, le convoi du peuple Ashanti arrive enfin face au fleuve Comoé. Mais ce qui aurait dû être un soulagement se transforme rapidement en désespoir. Devant eux s'étend un obstacle infranchissable, un fleuve large, impétueux, aux eaux tourbillonnantes et menaçantes. Le courant est si fort qu'il est impossible d'imaginer une traversée à pied. Les vagues rugissent, projetant des éclats d'eau froide sur la rive, comme pour marquer leur hostilité. Face à ce mur liquide, la panique commence à se répandre parmi le peuple. Les familles, déjà épuisées par le long voyage, se regardent avec des yeux écarquillés, cherchant désespérément une solution. Les enfants pleurent, les mères les serrent contre elles, et les plus anciens murmurent des prières aux esprits. Comment traverser cet obstacle titanesque quand le temps manque et que les forces ennemies se rapprochent rapidement? Autour de la reine Poku, les murmures se transforment en cris de désespoir. « Nous sommes piégés !» s'écrie un homme, ses yeux remplis de terreur. Le temps semble s'échapper, et avec lui, les dernières chances de survie du peuple Ashanti. Alors que les prières s'éteignent et que le désespoir s'empare peu à peu du peuple, un ancien s'avance lentement vers la reine. Sa démarche est hésitante, le poids de l'âge et du chagrin alourdissant ses pas. Son visage, ridé par le temps, est marqué par une profonde tristesse, et pourtant, une résolution farouche brille dans ses yeux. Arrivé près de Poku, il s'incline légèrement, puis lève les yeux vers elle, ses lèvres tremblantes. Le fleuve réclame un tribut de sang, murmure-t-il d'une voix brisée. Ces mots, bien que doux, résonnent comme un coup de tonnerre dans l'air lourd. Le silence qui suit est accablant, et tout semble s'arrêter. La reine, figée, fixe l'ancien, incapable de comprendre immédiatement la portée de ses paroles. Poku recule d'un pas, horrifié. Son esprit rejette immédiatement l'idée, une vague de dégoût et de révolte traversant tout son être. Comment pourrait-elle envisager un tel sacrifice? Comment pourrait-elle, après l'avoir tout fait pour protéger son peuple,
Offrir une vie innocente en échange de leur salut? Non, c'est impossible, répond-elle d'une voix étouffée, secouant la tête, refusant de croire que les esprits pourraient exiger un tel prix. Mais l'ancien ne recule pas. Son regard est lourd de sagesse, et sa voix, bien que tremblante, reste ferme. C'est le seul moyen, ma reine. La reine ferme les yeux un instant, cherchant une autre solution, un autre moyen d'épargner son peuple sans céder à cette demande impensable. Mais rien ne lui vient. Les esprits sont silencieux, les eaux restent déchaînées, et le danger se rapproche inexorablement. Enfin, Poku rouvre les yeux, une douleur indicible traversant son regard. Elle comprend. C'est la seule issue. Le fleuve ne se calmera qu'au prix d'un sacrifice. Un choix cruel, déchirant, mais nécessaire. Pour que son peuple survive, elle doit prendre une décision qu'aucune mère ne devrait jamais avoir à envisager. Elle se redresse, son visage marqué par l'angoisse, mais son regard est déterminé. Elle sait ce qu'elle doit faire, même si son cœur est sur le point de se briser. Le moment de vérité est arrivé. Alors que les murmures de l'ancien résonnent encore dans son esprit, la reine Poku se fige, terrassée par la compréhension de ce qu'elle doit faire. Son regard se tourne instinctivement vers son fils, cet enfant qu'elle aime plus que tout au monde. Son cœur se brise, mais elle sait au fond d'elle qu'il n'y a pas d'autre choix. Les larmes montent dans ses yeux, brouillant sa vision. Chaque fibre de son être rejette ce sacrifice impensable, mais la survie de son peuple en dépend. Le visage ravagé par la douleur, Poku s'approche de son fils, qui repose innocemment, ignorant la gravité de ce moment. Elle le prend doucement dans ses bras, ses mains tremblantes caressant tendrement ses joues. Ses lèvres murmurent des paroles d'amour, des mots que seule une mère pourrait prononcer dans une telle situation. Mon enfant, mon trésor. Elle lui parle doucement, d'une voix brisée mais remplie de tendresse, espérant qu'il ressente toute la force de son amour. L'enfant, confiant et calme, serre ses petits bras autour de sa mère, sans comprendre ce qui se joue à cet instant. Poku le regarde longuement, son visage déformé par la douleur silencieuse qu'elle tente de cacher. Chaque pas vers le fleuve lui arrache un morceau de son âme, chaque seconde qui passe la plonge dans un tourbillon de chagrin et de résignation. Vous venez de regarder la première partie de l'histoire de la reine Abla Poku. Pour que son peuple traverse le fleuve Comoé, elle doit faire le sacrifice ultime, son propre fils. Que va-t-il se passer? Malgré ce sacrifice déchirant, réussiront-ils à échapper aux ennemis? Découvrez le destin de la reine et de son peuple dans la deuxième partie de cette légende bouleversante. Clique sur l'image juste au-dessus